Le porte-avions a-t-il un avenir? Nous avions évoqué lors d'une précédente séance la puissance aérienne. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une autre composante de l'armée, la marine, et à l'un de ces navires très particulier, très spécifique, le porte-avions. Alors que le risque de guerre s'accroît dans les régions du Moyen-Proche-Orient, en Indo-Pacifique, les risques et les tensions sont présents et que la perception du porte-avions dans sa présence est assez massive, on en vient à s'interroger sur le rôle qu'aurait le porte-avions à l'avenir, tant au niveau militaire qu'au niveau politique. Alors pour répondre à cette question aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Fabrice Ravel. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. On va s'intéresser à une arme spécifique, le porte-avions, et peut-être qu'on peut commencer d'abord par décrire son rôle, qu'est-ce qui en fait la spécificité? Oui, parce que c'est vraiment une arme qui est très singulière de par sa dimension emblématique. Et je crois pouvoir dire que c'est vraiment indispensable que d'essayer d'aborder trois aspects clés qui sont respectivement les aspects militaires. Alors ça, c'était un aspect qui est attendu. Peut-être deux autres aspects qui sont un peu plus étonnants, surtout par rapport à une arme comme le porte-avions. Il y a un aspect diplomatique. Et puis il y a même un aspect culturel ou populaire. Et ces trois aspects donnent vraiment une dimension très très particulière au porte-avions. Donc ce que je propose, c'est qu'on essaye d'aborder ces trois dimensions pour se rendre compte de l'impact très très particulier qu'a le porte-avions, afin justement de répondre à notre thématique qui s'interroge sur quel peut être son avenir. Alors parmi ces trois dimensions, il y a la dimension la plus évidente qui est la dimension militaire, qui de surcroît se dédouble sur deux aspects ou sur deux dynamiques. Il y a une dimension historique qui est quand même importante puisqu'elle vient corroborer le fait que le porte-avions a été très très important sur les 80 ou 100 dernières années. Et puis il y a une dimension évidemment plus contemporaine, mais qui est importante aussi puisque on va remarquer que les marines, les puissances géopolitiques à l'heure actuelle ont l'air d'adouber le porte-avions, ce qui ne fait que conforter son importance dans la période actuelle. Donc si vous voulez bien, on va déjà commencer par la dimension historique. Alors le premier conflit qui a mis en évidence de façon très très nette le porte-avions, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Et pour qu'on prenne bien la mesure de l'importance qu'il a eue, je pense qu'il est totalement possible de faire remarquer que, en fait, il rentre dans les deux armes qui ont symbolisé la Deuxième Guerre mondiale. Je parle d'armes conventionnelles et je mets de côté l'arme nucléaire, évidemment. Le char d'une part. Je rappelle d'ailleurs à nos auditeurs qu'on avait consacré une séance précédente sur le char, notamment sur l'importance qu'il pouvait revêtir au XXIe siècle. Donc là, on aurait le pendant d'un point de vue maritime. Le char étant plus terrestre et plus lié au continent européen sur la Deuxième Guerre mondiale, le porte-avions étant évidemment plus dans une dimension maritime, mais plus sur la guerre du Pacifique en particulier. C'est important de souligner d'ailleurs à cet effet qu'il y a un auteur, Paul Kennedy, qui a fait un ouvrage, Le Grand Tournant, qu'on a déjà eu l'opportunité de citer, mais qui se subdivise en 5 parties principales, et qu'à l'intérieur de ces 5 parties principales, on retrouve la troisième, qui est globalement comment se débarrasser de la blitzkrieg, et qui est axée sur le char, et la cinquième, qui est comment s'affranchir des distances monumentales de l'océan Pacifique, et qui est axée sur les logiques stratégiques, et notamment maritimes, et notamment sur le porte-avions. Donc on voit bien que là, on serait totalement dans une mise en évidence de l'importance telle que le porte-avions l'a eu. Il y a une bataille qui est emblématique, celle de juin 1942, la bataille de Midway, où avec 2 porte-avions, les Américains ont détruit 3 des 4 porte-avions japonais. Donc ça, déjà, c'est la première référence historique. Après, il y en a peut-être 2 qui sont plus étonnantes, qui serait la bataille de Corée, donc la guerre de Corée entre juin 1950 et juillet 1953, et la guerre du Vietnam entre 1955 et 1975. Alors pourquoi c'est étonnant? Parce qu'on pourrait faire remarquer d'emblée qu'il n'y a pas eu spontanément de combat maritime très très important, sauf que, et c'est un point sur lequel on sera certainement amené à revenir dans la conclusion, ce qui était intéressant pour les Américains, c'est de pouvoir mobiliser de grandes escadrilles de chasseurs pour avoir la suprématie aérienne et d'avions d'attaque au sol, mais finalement qui étaient situés sur des bases qui étaient inatteignables pour l'adversaire. C'est d'autant plus important à signaler par rapport au Vietnam que, par exemple, il y a une bataille assez célèbre qui est la bataille de Kishan, dans laquelle une garnison américaine a été assiégée pendant 77 jours. Donc les Américains avaient peur que ça soit les bases aériennes soient évidemment des objectifs prioritaires de l'armée
du Vietnam Nord ou du Viet Cong. Et donc, en réalité, c'était très intéressant pour eux que d'avoir autant d'escadrilles aériennes qui, finalement, étaient protégées par l'immense espace maritime. Donc, on voit bien là, sur la Seconde Guerre mondiale, qui est l'aspect le plus connu, mais même sur les guerres de Corée et sur les guerres du Vietnam, que le porte-avions a été amené à jouer un rôle majeur dans l'histoire. Mais il y a un deuxième élément militaire qui vient conforter cette impression, c'est l'attitude des puissances géopolitiques, et notamment des puissances géopolitiques maritimes, à l'heure actuelle. Oui, je l'ai un peu dit en introduction, il y a des zones à risque et là, le porte-avions pourrait jouer un rôle. Oui, alors, ce qui est très intéressant pour montrer l'importance de notre thématique, c'est que si on observe les plus grandes puissances maritimes, on voit bien qu'elles ont l'air d'avaliser davantage le porte-avions comme une arme essentielle. Alors, on va commencer par les États-Unis d'Amérique. Ils sont la référence en termes d'aéronaval, ça c'est très très clair. D'abord, on va commencer par faire remarquer qu'ils ont 11 porte-avions à l'heure actuelle. Excusez du peu, parce que en fait, on va se rendre compte que la deuxième puissance que je vais évoquer est à 3. Donc là, on se rend déjà compte que c'est un écart qui est considérable. Sur ces 11 porte-avions, on en a 10 qu'on appelle de la classe Nimitz. Alors pour nos auditeurs qui sont peut-être pas aussi familiarisés avec les logiques de nomenclature, je rappelle qu'on a l'habitude de sortir un navire qui est le premier de sa série, et qu'ensuite, à tous les navires qui sont construits dans la même veine, je serais tenté de dire, on donne le nom de ce premier navire, et donc, en fait, on a la classe Nimitz de 10 porte-avions américains, et puis on a un 11e porte-avions, qui est le Gerald Ford, qui lance lui-même une classe, et qui est considéré comme le plus moderne. Donc, c'est déjà considérable. Il y a un autre élément dont j'aimerais bien que nos éditeurs l'entendent, c'est que non seulement les États-Unis d'Amérique ont 11 porte-avions, ce qui est déjà considérable, mais ils sont en train d'en produire 5 autres. Et alors, les 5 autres sont très intéressants parce que, en fait, dans la nomenclature, le premier qui est amené à être très opérationnel très rapidement, qui a été mis à l'eau pour faire les essais le 29 octobre 2019, c'est l'USS John Fitzgerald Kennedy. Donc là, évidemment, c'est aussi un nom emblématique qui est censé devenir opérationnel dans le deuxième semestre 2025. Et puis ensuite, on en a 4 autres. Alors, il faut avoir aussi un autre aspect à l'esprit, c'est que ça nous amène sur des perspectives à très long terme. Donc, ça aussi, c'est un élément en termes d'argumentaire qui me paraît important, parce que les rentrées opérationnelles, c'est respectivement pour le deuxième qui viendrait à sortir 2029, il a pris un peu de retard, 2032, 2036, et pour le dernier qu'on évoquait, il serait seulement mis en construction à l'heure actuelle. Donc là, ce qui est très important en termes d'argumentaire, c'est que non seulement le nombre de navires de type porte-avions est considérable, mais qu'en plus, il y en a 5 autres qui sont en prévision et qui s'étalent sur un temps de production qui sont très longs. Donc on voit bien que les États-Unis, à la question qui est posée, réponse par l'affirmative et de façon massive, c'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite, il y a un deuxième pays qui fait ce choix-là, c'est la Chine. La République populaire de Chine, elle, possède 3 porte-avions à l'heure actuelle, le Liaoning, le Shandong et le Fujian. Donc c'est très très important parce qu'on va se rendre compte que l'extension de l'aéronavale chinoise a été considérable ces 20 dernières années, et la Chine produirait déjà un 4e porte-avions. Alors là, je ne veux pas trop embarrasser nos interlocuteurs avec des considérations techniques, mais il y a un certain nombre de points, ça va être l'occasion, on va s'en rendre compte, qui sont nécessaires à mettre en avant pour qu'on puisse circonscrire le sujet de la façon la plus adéquate et opérationnelle possible. Donc là, en fait, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une grande différence entre les porte-avions américains et les porte-avions chinois. Il y en a 2 qui sont très très importantes. D'abord, il y a le mode de propulsion, parce que la totalité des porte-avions américains sont des porte-avions avec un moteur nucléaire. Il y en a certains quand même des sortes de mini-centrales nucléaires pour produire le combustible. Il faut bien entendre ce qu'on est en train de dire. Donc ça en fait des éléments totalement autonomes, et surtout on en voit bien l'implication militaire immédiate. Ça donne une capacité opérationnelle en termes de projection, c'est un terme clé, d'autonomie et de durabilité dans le temps, qui est très très importante. On considère que ces porte-avions ont une autonomie de plusieurs années. J'ai bien dit de plusieurs années en termes de combustible. Les porte-avions chinois, eux, restent sur des combustibles traditionnels. Ça veut dire que ça nécessite qu'ils soient ravitaillés de façon récurrente. Donc, ça limite déjà leur autonomie et leur capacité de projection.
mais surtout, ça les rend particulièrement vulnérables au moment où on fait ces phases de ravitaillement. Donc ça, c'est un premier point qui est important à mettre en avant. Le deuxième point qui est important à mettre en avant, c'est la capacité de projection, c'est l'objet premier quand même d'un porte-avions, évidemment, des forces aériennes. Or là, il y a deux types de propulsion, le CATOBAR et le STOBAR, qui sont des sigles qui viennent dans l'anglo-saxon. Alors ça peut paraître un peu rébarbatif à entendre, mais ça a des implications techniques qui sont importantes, et surtout, ça amène à des logiques militaires qui sont très différentes. Parce que, en fait, sous le sigle CATOBAR, on désigne la capacité d'avoir une catapulte électromagnétique qui projette les avions. Alors que sur le sigle STOBAR, ça veut dire qu'il y a une absence de catapulte et qu'on est obligé que les avions soient, on va dire, en ressources pleines et soient sur une sorte de tremplin pour pouvoir s'élancer. Alors, j'imagine que certains de nos auditeurs, à ce moment-là de notre séance, disent « on est en train de rentrer dans des considérations techniques qui sont peut-être trop poussées et qui n'ont pas d'incidence particulière au niveau militaire ». Mais ce dont on se rend compte, c'est que ce n'est pas vraiment le cas parce qu'en fait, il faut avoir une capacité de catapulte électromagnétique pour envoyer les aéronefs qui sont les plus lourds, parce que sinon le pont est trop court. Je pense notamment aux aéronefs d'observation, qui sont essentiels, on va y venir, parce qu'ils permettent au porte-avions d'avoir une vision très large de la totalité de son environnement. Donc là, on voit bien que la distinction est très importante, de même que le CATOBAR est très important par rapport à la capacité d'emport d'armes et de munitions, et la capacité en réalité même de réserve en termes de fuel. Donc ça veut dire que la technologie CATOBAR est quelque chose de très important pour optimiser la puissance des forces aériennes embarquées dans le cadre d'un porte-avions. Pour revenir maintenant à la déclinaison des porte-avions chinois, non seulement il n'y en a aucun des trois qui est à propulsion nucléaire, mais les deux premiers sont à technologie STOBAR et seul le troisième est à technologie CATOBAR ou serait à technologie CATOBAR, parce que je vous laisse imaginer à quel point l'ensemble de ces renseignements sont soumis quand même à des secrets militaires très importants d'une part et peuvent faire aussi l'objet soit de propagande, soit de diversion en termes de véritable technologie maîtrisée. Donc, mais ça me paraissait indispensable à mettre en avant. D'autant plus que ce qu'on remarque quand même sur l'aéronavale chinoise, c'est que en plus, ils sont en train d'accéder à une nouvelle génération d'avions maritimes. Le J-35 est en train de remplacer le J-15, et c'est très très important parce que le J-35 est à capacité furtive, et en plus le J-15 était lui-même tiré d'un appareil soviétique, le Su-27, donc ça permet aux Chinois d'abord de faire un bond technologique et d'être totalement autonomes dans la maîtrise de leur force aéronavale, de même qu'apparemment ils seraient en capacité de projeter un avion radar d'observation, le KJ-600, qui serait l'équivalent du très fameux avion américain, le E-2C Hawkeye, qui est emblématique avec sa coupole radar. Et donc on voit bien que, à l'énoncé de toutes les précisions techniques qu'on est en train de faire là, il faut faire quand même très très attention, parce qu'il y avait beaucoup de tableaux qui étaient en désaccord les uns avec les autres, suivant qu'est-ce qu'on considérait comme porte-aéronef, comme porte-avion. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique que parfois, il y a des pays qui sont signalés comme ayant des porte-avions, alors que ce n'est pas du tout avalisé ou considéré comme tel par les états-majors. Alors j'en veux pour preuve que si on s'arrête à la définition telle qu'elle est donnée par le Centre d'études stratégiques maritimes ou le CESM, ne sont considérés comme porte-avions que ceux qui seraient à catapultage électromagnétique et avec en plus des avions qui auraient des brins d'arrêt au niveau technique. Donc je vous laisse à penser que c'est quand même très très étroit comme définition. Alors, si on veut parachever notre démonstration pour l'instant, il faut évidemment faire quand même allusion à la force aéronavale française avec le Charles de Gaulle, parce que j'attire l'attention de nos auditeurs qu'avec les Américains, finalement, c'est la seule force aéronavale qui dispose d'un porte-avions à propulsion nucléaire et avec un catapultage électromagnétique. Donc c'est très très important à signaler. Et on voit bien que la France a le projet d'avoir un nouveau porte-avions nouvelle génération, autrement décliné le PANG, même si le terme ne sonne pas de façon très très élégante. Et puis alors de façon plus surprenante, il y a deux pays qui sont en train aussi de se positionner sur l'acquisition de porte-avions, et ça c'est vraiment révolutionnaire. On a d'abord l'Italie, car en fait on se retrouve avec le chef d'état-major de la marine italienne, Enrico Credendito,
qui, dans le Corriere della Sera, a signalé que l'Italie était en train de réfléchir à la mise en place d'un porte-avions à propulsion nucléaire. Ça, c'est quand même assez incroyable ce qu'on est en train de dire. Et il y a la marine espagnole qui, elle aussi, a fait une déclaration en fait, de recherche sur les 20 ou 30 prochaines années, en juin 2025, en disant qu'elle était en train de réfléchir à la mise en place, elle, de porte-avions, justement avec des catapultages électromagnétiques. Et donc, en fait, ce serait un revirement, puisque pour l'instant, ils étaient plutôt dans la logique d'avoir des porte-aéronefs. Celui de la marine espagnole, c'est le Juan Carlos I. Et donc, en réalité, ils seraient en train de remettre en cause l'acquisition de porte-aéronefs pour se mettre dans les logiques des porte-avions à catapultage électromagnétique. Quand on met l'ensemble de ces logiques par les puissances maritimes et géopolitiques principales, on se rend bien compte que le porte-avions a l'air d'avoir été totalement avalisé comme une arme d'avenir. Et on n'a pas encore évoqué d'autres dimensions qui sont plus surprenantes, mais qui peuvent renforcer ce sentiment tel qu'on est en train de le décrire. Oui, là, on est passé par la dimension militaire qui semble assez naturelle et aller de soi quand on pense au porte-avions. Par contre, vous soulignez les deux autres dimensions, la dimension diplomatique et la dimension culturelle. Et là, on a beaucoup plus de difficultés spontanément à voir quel est le lien avec cet équipement militaire. Un porte-avions, c'est 100 000 tonnes de diplomatie. Ça, c'est la phrase qu'on a prêtée à Henry Kissinger. Alors évidemment, c'est une phrase choc, et on comprend bien pourquoi on a pu la prêter à ce diplomate et ce spécialiste géopolitique à qui on avait fait une séance des rendez-vous de la géopolitique, souvenons-nous, et qui était, à qui on prêtait, on va dire, une logique de réel politique ou empreinte de réalisme. Et on voit bien à travers le cynisme ou la brutalité de la phrase ce que peut amener le porte-avions d'un point de vue diplomatique. Ça ne s'arrête pas d'ailleurs au simple énoncé de cette citation, qu'il l'ait prononcé ou pas, parce que là, on va pouvoir mettre en avant 2 ou 3 exemples qui sont finalement la preuve que le porte-avions, sans même agir, quand il est envoyé dans une zone maritime, fait clairement pression. Alors là, il y a un premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est durant les années 95-96, au moment où à Taïwan, on décide pour la première fois de faire des élections présidentielles, et évidemment, c'est quelque chose qui avait particulièrement déplu à la République populaire de Chine, qui avait commencé à faire des tirs de missiles à blanc, à faire des manœuvres maritimes, à faire des mouvements de troupes. Et en fait, le président Bill Clinton avait décidé que d'envoyer le porte-avions Nimitz en soutien d'un premier porte-avions. Donc les Américains avaient carrément mis 2 porte-avions aux alentours de Taïwan. Et là, la République populaire de Chine avait arrêté ces manœuvres, comprenant bien que là, il y avait quand même un message qu'envoyaient les États-Unis d'Amérique. Si on veut se mettre maintenant dans une logique plus proche, on fera remarquer que c'est exactement ce qui s'est passé à la fin de l'année 2023, quand il y a eu les incidents et même le conflit qui s'est mis en place au Proche-Orient, parce que là, les Américains ont envoyé un deuxième porte-avions. Là, en l'occurrence, c'était le porte-avions Dwight Eisenhower, renforcé à un premier qui était déjà situé sur place. Et là, le message était clairement envoyé à l'Iran en disant « Attention, là, on renforce notre capacité, veuillez ne pas intervenir. » Encore beaucoup plus proche de nous, en juin 2025, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en soutien de l'opération qui a été faite de bombardement sur l'Iran avec les bombardiers B-2, les Américains ont quand même réuni 3 porte-avions, 2 plutôt dans l'océan Indien et un qui arrivait près de la Méditerranée ou dans le sud de la Méditerranée pour bien montrer que là, ils étaient en train de faire pression. Donc, on se retrouve avec un outil dont on voit bien quand même sans l'utiliser, il est empreint de messages et de menaces. Il y a une dimension qui est encore plus étonnante. Il y a une dimension d'ordre culturel, populaire, tel que le porte-avions l'a désormais, et qui, je crois, est assez exceptionnel, pour ne pas dire unique, d'un point de vue militaire. Parce que, en fait, c'est vrai que le porte-avions est devenu extrêmement populaire. Et là, il y a évidemment une première référence qui s'impose à nous. C'est le Top Gun qui a été fait en 1986. On voit bien que l'aéronavale américaine s'était prêtée au jeu du film parce qu'elle sentait bien que c'était un formidable outil de propagande par rapport à ses propres capacités. Alors évidemment, dans la continuité, il y a eu le Top Gun Maverick qui est sorti en 2022. Ce qui est intéressant à souligner d'ailleurs à travers ce film, c'est que si on regarde bien le script,
il s'agit de bombarder un pays qui aurait des projets d'acquisition d'une arme nucléaire. Ce film est de 2022. Alors, il y a une différence notable quand même entre le film et le script et la réalité telle qu'elle s'est déroulée en juin 2025. C'est qu'en juin 2025, c'est les bombardiers stratégiques américains qui ont mené l'opération, alors que dans le film, on voit bien l'intérêt de l'aéronavale américaine, c'est l'aéronavale américaine, et donc les escadrilles à partir des porte-avions qui sont chargés de la mission. Mais ce n'est pas les seules références, et peut-être que celles qu'on va donner maintenant vont plus surprendre parce qu'elles sont moins directes ou qu'elles sont plus éloignées. Il y avait eu un premier film qui était sur le porte-avions Nimitz, justement, qui avait été fait en 1980. Le titre français, c'est Retour vers l'enfer. Le titre britannique ou américain, c'est Final Countdown. C'est assez intéressant parce que ça se basait sur un roman au titre éponyme. C'était une uchronie où on avait en fait le porte-avions qui était pris dans une sorte de tempête électronique ou électromagnétique. Et en fait, le porte-avions américain se retrouvait quelques semaines ou quelques jours avant Pearl Harbor. Donc je laisse bien sûr à celles et ceux qui souhaiteraient visiter le film pour ne pas leur gâcher le plaisir de le découvrir, voir comment le film s'est achevé. Et puis, il y a une référence qui, pour moi, est emblématique pour les connaisseurs de bande dessinée parce qu'elle est en place depuis 1947. C'est la célèbre bande dessinée belge Les Bug Danny. Et c'est tellement emblématique que si on regarde bien, en fait, évidemment, le pilote américain Bug Danny a toujours à peu près le même âge, où il vieillit peu. Et par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, il est sur les nouvelles générations de porte-avions et il pilote les nouvelles générations d'avions américains. Donc, tous les passionnés d'aéronavale et d'aéronautique américaine peuvent suivre les évolutions et à travers les aventures de Bug Danny. On signalera d'ailleurs que ça va tellement loin dans la culture pop ou la culture populaire que l'effigie de cet officier américain se retrouve dans une gare à Charleroi en Belgique. Donc, l'aéronavale américaine est très présente maintenant dans les films, dans les romans, dans les bandes dessinées, et on voit bien que le porte-avions a acquis une aura là qui dépasse totalement les questions simplement militaires, qui vont sur les dimensions diplomatiques et qui vont même sur les dimensions culturelles. Ça peut lui donner d'ailleurs une dimension dont on se rendra compte par la suite qu'elle peut avoir des inconvénients. Parce que là, vous entendre, si on parle de l'aura du porte-avions aujourd'hui, on a bien du mal à voir ce qui pourrait le disqualifier à l'avenir. Oui, votre remarque est juste, mais il va falloir évidemment qu'on nuance nos propos parce que là, à l'évidence, nos auditeurs pourront nous faire remarquer qu'en fait, il n'y a pas de question. Par contre, c'est un sujet sur lequel il va falloir quand même mettre en place du recul parce qu'on va se rendre compte qu'il y a un certain nombre de dynamiques militaires, de réflexion par rapport à l'évolution des guerres, de réflexion par rapport à l'évolution des technologies, de réflexion par rapport aux termes de coûts, qui peuvent nuancer quand même cette impression. Et justement, il peut même y avoir un renversement de l'avenir du porte-avions par rapport au fait qu'il a une telle dimension emblématique que ça peut presque le desservir. Donc non, il y a quand même un certain nombre d'aspects qu'il va falloir appréhender et qui vont nous amener à nuancer cette logique qui paraît pour l'instant totalement s'inscrire dans une démarche positive. Alors, revenons, si vous le voulez bien, sur la dimension militaire, puisque vous insistiez beaucoup là-dessus, et puis même de voir de nouveaux pays qui s'impliquaient dans la logique du porte-avions. Qu'est-ce qui pourrait nous amener à nuancer le constat que vous avez livré ? Alors, ça évidemment, c'est important de commencer en termes de nuances par la logique militaire, parce que la vocation essentielle du porte-avions, c'est quand même une vocation militaire. Et on va se rendre compte que là, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent nourrir une réflexion. D'abord, l'histoire militaire, et en particulier l'histoire militaire maritime, n'est pas exempte d'exemples dans lesquels on avait un bâtiment, même si c'est très difficile à imaginer aujourd'hui, qui paraissait dominer les mers de façon incontournable et presque pour l'éternité, et dont les conflits ont montré que finalement, il tombait dans une désuétude complète. Parce que finalement, le roi des mers, en 1939-1940, c'est pas le porte-avions. Le roi des mers en 1939 ou 1940, ça va paraître très étonnant à dire aujourd'hui, c'est le cuirassé et c'est le croiseur de ligne, le croiseur de combat. C'est tellement vrai que je demande aux auditeurs de bien nous entendre. En 1939, en 1940, on pense que jamais l'aviation ne sera en capacité de détruire ces navires-là, de par leur taille et leur puissance qui est telle
qu'en réalité, on pense même qu'ils sont insubmersibles à toute attaque aérienne. Et d'ailleurs, si on veut aller plus loin dans la démonstration, qu'est-ce qu'on peut constater dans cette époque-là? La marine britannique ou la Royal Navy est la plus importante au monde. C'est important à citer puisqu'on n'a pas encore eu l'opportunité de la citer dans le cadre de cette thématique. Et c'est tellement vrai qu'elle a 15 cuirassés ou croiseurs lourds en 1940, dont l'un des plus emblématiques est le Prince of Wales. Les Français ne sont pas en reste. Dans les années 30, ils sont partis avec l'idée de construire la deuxième puissance maritime et ils ont le Dunkerque et le Strasbourg qui sont d'immenses cuirassés. Ils sont suivis dans la continuité par les Allemands qui veulent rivaliser quand ils sont en situation de réarmement et on a le fameux Bismarck et le Tirpitz. Et puis surtout, on a les Japonais qui, eux, construisent le cuirassé qui est le plus emblématique parce que tout simplement le plus puissant de l'époque avec des canons qui font plus de 400 mm et qu'est le Yamato. Donc quand on entend ça, on se rend compte qu'à l'époque, toutes les puissances maritimes sont concentrées sur le cuirassé. Par contre, la Deuxième Guerre mondiale va apporter un démenti cinglant à cette perspective, parce que d'abord, rappelons-nous, parce qu'on va se constater, c'est qu'en mai 1941, le Bismarck est coulé à sa première véritable incursion. Il faut rappeler que d'ailleurs, il est coulé par des avions anglais d'abord, qui en envoyant des torpilles vont bloquer son gouvernail, ce qui va permettre à la flotte britannique de définitivement couler le Bismarck. Surtout, ce dont on va se rendre compte, c'est que le 10 décembre 1941, alors que les Britanniques envoient de façon, avec un peu de suffisance, il faut quand même être honnête, ils envoient le Prince of Wales et le croiseur de bataille Repulse. En fait, on a ces deux navires majeurs qui sont coulés en quelques heures par les forces aériennes japonaises. Et puis on se retrouve avec le Yamato à la fin de la guerre, qui finalement a pratiquement été contingenté à des opérations annexes, qui a pratiquement aucun fait notable à son crédit, et qui va être envoyé dans une sorte d'opération désespérée, pour ne pas dire suicidaire, dans laquelle il va finalement couler, assailli qu'il est, par des sous-marins et par l'aéronautique américaine. À l'énoncé de ce qu'on est en train de dire, on se rend bien compte quand même que là, l'erreur a été terrible et que le désaveu a été très important. Pourquoi c'est important à rappeler en particulier à l'heure actuelle? Parce que la technologie avance très très vite. La technologie avance très très vite et aujourd'hui, on voit bien qu'on a des missiles à vocation maritime, notamment je pense à des missiles chinois, les DF-21D et les DF-26, qui ont le surnom de tueurs de porte-avions. Donc là, on a bien compris que la vocation est inscrite dans le titre, et dont les Chinois se taguent en particulier, même si en Occident, on considère que pour des questions de vitesse ou des questions de précision, ils n'auraient pas forcément l'efficacité que les Chinois veulent bien afficher. Voilà, on a bien compris toutes les logiques de propagande militaire. Mais enfin, on voit bien quand même qu'avec l'évolution des missiles et des drones, on a des navires qui seraient particulièrement exposés. Or, on va y venir, on va s'inscrire dedans, alors que leurs temps de production ou leurs coûts sont énormes. On a déjà eu l'occasion de s'en rendre compte peut-être à l'énoncé de ce que je disais sur la production des navires américains. Donc là, ça va nécessiter quand même une réflexion à travers cette expérience des cuirassés d'une part, à travers ces évolutions technologiques d'autre part, et on pourrait se demander qu'est-ce que pourrait faire, on va dire, un porte-avions face à des myriades de drones qui seraient envoyés de façon simultanée et qui auraient une faculté finalement à atteindre leur cible, parce que tout simplement, ils arriveraient à saturer l'espace aérien et la défense. D'ailleurs, il y a un dernier exemple dont il me paraît important de le rappeler, c'est que, en fait, alors évidemment, toute proportion gardée, puisque là, on ne va pas parler de porte-avions, mais quand même, la flotte russe est dans l'incapacité totale de s'imposer en mer Noire. Le navire amiral, le croiseur Moskva, avait été détruit par des drones, et on considère aujourd'hui qu'à peu près un tiers de la flotte russe en mer Noire, soit 24 à 26 bâtiments, ont été neutralisés par des drones ukrainiens. Ça veut dire que là, nonobstant le fait que la marine russe devrait avoir une suprématie non discutée de par le nombre de ses bâtiments et la taille de ces bâtiments, elle est mise en grande difficulté par le simple envoi de drones aériens ou de drones maritimes. Alors encore une fois, on n'est pas sur l'équivalent de porte-avions, mais ça forcément, c'est une première logique qui amène à nuancer ou qui en réalité nous amène à une réflexion en termes d'avenir. À travers ces deux exemples, enfin cet exemple du drone, on voit à la fois une question de l'évolution du type de conflit auquel s'attendre, et donc la place du porte-avions dans ces conflits-là, et puis évidemment la question du coût du matériel. Vous avez parlé des temps de construction d'un porte-avions. Oui, parce qu'alors là, il y a deux autres logiques
On voit bien que d'ailleurs, quelque part, c'est des corollaires inévitables des avantages qu'on a commencé par évoquer. D'abord, il faut bien comprendre ce que coûte un porte-avions. Parce que le Gerald Ford, il a coûté 13 milliards de dollars. Je rappelle que le porte-avions français, lui, le calcul tel qu'il est planifié à l'heure actuelle, c'est 10 milliards de dollars. Mais ça pose déjà un problème fondamental. Parce que ça veut dire que dans le budget français à l'heure actuelle, il est tout simplement impossible d'en acquérir un second. Là, on est en train de conjuguer des logiques militaires, des logiques financières et des logiques stratégiques. Parce que finalement, ça fait bien longtemps que la France n'a plus de porte-avions. En réalité, elle a eu 2 porte-avions entre 1963 et 1997, quand elle a pu conjuguer le porte-avions Clemenceau et le porte-avions Foch. Mais depuis les années 2000, en réalité, la France ne fonctionne plus qu'avec un seul porte-avions. Et ça pose un problème. Parce que même avec un porte-avions nucléaire, de par la nécessité évidemment d'entraînement de l'équipage, d'entraînement des pilotes, de réfection du navire et puis de réparation du navire, on estime que même un porte-avions à propulsion nucléaire ne peut utiliser que de 40 à 50% du temps. Donc ça veut dire que l'idée d'un porte-avions, et ça c'est une vraie réflexion que la France doit mener, ça veut dire qu'en réalité, si on se met dans l'idée d'acquérir un porte-avions, forcément se pose la question de savoir comment va-t-on acquérir le deuxième porte-avions, d'autant plus que on comprend bien que c'est quand même un paradoxe immense que d'utiliser toute cette réflexion en termes de technologie et ce savoir-faire en termes de technologie que sur un seul exemplaire, alors qu'on voit bien que le fait de le déployer sur un deuxième exemplaire permettrait de faire en sorte que ce deuxième exemplaire coûte moins cher, puisqu'on pourrait redéployer cette technologie une deuxième fois. Donc ça pose un vrai problème. Et puis surtout, il y a quelque chose que nous rappelle la guerre en Ukraine, c'est qu'on n'est plus du tout sur le même type de guerre, Olivier. Parce que, en réalité, et on voit bien que là, toutes les logiques sont en train de se mettre en interaction les unes avec les autres. Parce que pendant 30 ans, on a vécu sur des lignes de guerre asymétriques, sur lesquelles on se projeterait très loin. Et en réalité, pourquoi est-ce qu'il y a un lien de cause à effet ? Parce que dans ces guerres-là, non seulement on a besoin de se projeter sur des très grandes distances, c'est la vocation du porte-avions, la projection de puissance, mais dans ces guerres asymétriques, on ne craint pas que la guerre puisse revenir sur son propre sol, puisqu'on affronte des adversaires qui n'ont pas du tout l'équivalence en termes de puissance et qui sont dans l'incapacité de repousser le conflit hors de leur territoire et de vous menacer sur votre propre territoire. Donc on peut se concentrer sur des armes qui sont très chères et dont on n'a pas forcément la vocation de les démultiplier. Par contre, ce que rappelle la guerre en Ukraine, c'est des guerres de haute intensité, donc des guerres de puissance équivalente, dans lesquelles maintenant, pour dire clairement les choses, ce qui va compter, c'est la masse, et ce qui va compter, c'est la capacité à produire des armements à coût beaucoup plus réduit, mais dont la productivité est beaucoup plus importante. Donc on n'est plus du tout dans la même logique. On est des logiques dans lesquelles il va falloir remplacer la qualité par la quantité. Et quand on entend ce que je suis en train de dire, là, tout d'un coup, le futur du porte-avions est au moins mis en question, sauf si un certain nombre de pays se donnent les moyens, mais alors là on voit bien qu'ils sont considérables, de mettre en production des armes d'un coût très important, et dont la qualité est très élevée. Et on voit bien que d'ailleurs, pour dire clairement les choses, c'est la Chine qui est en train de faire ce pari, en train de conjuguer la quantité et la qualité, et on voit bien que les Américains, omnibulés qu'ils sont, on l'a déjà dit dans un certain nombre de nos séances précédentes, par la rivalité avec la Chine, sont en train de rentrer en compétition. Ce qui veut dire que tous les autres pays qui voudraient acquérir ces armes-là vont devoir bien faire attention sur le fait que là, on est en train de souligner que l'usage du porte-avions va se faire dans des conditions qui sont radicalement différentes. Et il y en a encore une autre qu'il faut rajouter et dont il faut la prendre en considération de façon très attentive. Oui, la dernière dimension, ce serait la dimension culturelle, qui est la dimension symbolique, et la dimension oratique reste du porte-avions, qui peut paradoxalement se retourner contre lui. Bah oui, parce que, en fait, eu égard à tout ce qu'on vient de dire, si on reprend maintenant l'idée que d'un point de vue populaire ou dans l'opinion publique, le porte-avions est emblématique, la perte d'un porte-avions est catastrophique. Parce que comment imaginer que l'opinion publique va supporter, c'est le terme qui convient, le fait de perdre un navire, d'autant plus on rappellera que soit il a les noms de
prestigieux soldats, de grands présidents du passé ou de grandes villes. Donc en plus, la symbolique d'un porte-avions qui coule, pour dire clairement les choses, indépendamment du coût qu'on a mis en avant, du coût humain et de la symbolique et du temps qu'il faut le produire, est énorme. Donc quel est le risque? C'est que tout d'un coup, on soit empreint d'une précaution très très importante à leur faire prendre des risques, à les utiliser. Et là, il y a une image qui me vient aussi de l'histoire militaire maritime, qui me vient spontanément à l'esprit, c'est que la haute flotte de combat allemande, après la bataille du Jutland en 1916, finalement a été contingentée dans ces ports, parce qu'il y avait une telle peur de l'état-major allemand que de perdre des vaisseaux aussi prestigieux et qui montraient la puissance militaire de l'Allemagne ou le fait que l'Allemagne pouvait se prétendre être une puissance géopolitique à niveau mondial, qu'en fait on prenait plus tout le risque de les exposer dans une bataille. Parce que là, en fait, on va se retrouver dans une sorte de risque asymétrique, c'est-à-dire qu'en gros, on met en avant un porte-avions qui a coûté des milliards et qui pourrait être exposé à des projectiles aériens, qui soient des drones ou qui soient des missiles, et qui, eux, dont le coût est moindre et dont les pertes n'ont pas du tout la même résonance. Donc là, on se retrouve avec une logique dans laquelle, finalement, le prestige du porte-avions vient totalement jouer à contresens, parce qu'on n'oserait plus le risquer dans ce genre de conflit. Donc, en fait, on se retrouve avec là 3 dimensions qui sont en train de modérer l'impression initiale. D'abord parce qu'on voit bien que la modernisation des guerres amène une remise en question, de même que l'évolution de la typologie de conflit ou le retour à des conflits globaux, j'ai envie de dire, remet en question, surtout face au temps qu'il est nécessaire pour produire un porte-avions, à l'investissement financier et technologique et à la symbolique. Donc là, ça amène un certain nombre de questions. Et je pense que pour répondre définitivement à notre synthèse, à la question telle qu'il est posée, finalement, il va y avoir un certain nombre de logiques qui va être indispensable de se remémorer ou de ne pas oublier. Oui, parce que ça reste quand même un élément de la puissance géopolitique, en tout cas de l'affichage de cette puissance géopolitique. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait observer quant à l'avenir du porte-avions? Il y a 5 observations majeures qu'il me paraît indispensable de vraiment conserver à l'esprit si on veut être en capacité de faire de la prospective et de se projeter sur l'avenir du porte-avions. D'abord, il faut bien prendre en considération, première logique, première observation, quel est le milieu idéal pour que le porte-avions puisse être optimisé dans son action. C'est un milieu de grands espaces et c'est un milieu dans lequel on a le besoin, la nécessité ou l'opportunité de se projeter sur de très grandes distances. Ce qu'on est en train de décrire là, c'est objectivement l'océan Pacifique, avec l'ensemble évidemment des liens qu'il a sur d'autres océans ou sur d'autres mers. C'est le lieu privilégié du porte-avions, et on voit bien que c'est bien l'idée qu'en ont les forces aéronavales américaines et les forces navales françaises. Ça, c'est très très clair. Il y a une deuxième observation qui me paraît indispensable à apporter aussi maintenant, c'est qu'évidemment, il est hors de question de considérer qu'on emploie un porte-avions seul ou isolé. C'est toute une flottille, une task force qui l'accompagne, et on doit évidemment avoir à l'exemple la 7e flotte américaine dans l'Indo-Pacifique, ou la 5e flotte américaine, pour bien comprendre que c'est un groupe aéronaval qui accompagne le porte-avions, qui va de la frégate au sous-marin, et qui protège évidemment un navire dont on a bien compris que l'investissement était majeur. Mais pourquoi c'est très important d'insister sur cet aspect ? D'abord parce que ça montre bien que le porte-avions n'agit pas seul, et que ce n'est pas seul qui va obtenir la victoire, même si c'en est un élément central, mais aussi pour montrer que ça ne suffit pas de produire un porte-avions, d'investir sur un porte-avions, il faut être capable d'investir en plus technologiquement et financièrement sur tous les navires qui vont l'accompagner. Donc ça, c'est encore une deuxième observation qui est capitale à avoir à l'esprit. Puis il y a une troisième observation, c'est que plus largement au niveau militaire, quelle que soit la qualité d'une arme ou d'un bâtiment, on n'a jamais vu dans l'histoire militaire une arme ou un bâtiment pouvoir acquérir la victoire seul. Et ça, c'est un ouvrage qui me paraît très important de François-Olivier Corman et de Thibault Laverne, Vaincre en mer au XXIe siècle. Je rappelle que les deux auteurs, ou je souligne que les auteurs sont des officiers de la marine française et qu'en plus,
le second et le commandant en second du porte-avions Charles de Gaulle. Donc je pense qu'on voit bien qu'on a affaire à des spécialistes. Et ce qui est intéressant quand on lit leur ouvrage, qui est très dense, que je conseille par ailleurs, c'est que finalement, ce qui est au moins aussi important pour apporter la victoire, c'est l'emploi judicieux des navires ou des armes au moment où le conflit arrive. C'est l'importance d'avoir une doctrine très bien établie pour utiliser ces armes. Et c'est le fait de ne pas être omnibulé par la course à la modernité, parce qu'on sait bien que de toute façon, il ne sera jamais possible d'avoir l'ensemble de ces bâtiments à l'impointe technologique de par le temps qu'il faut pour les produire. Donc tout ça amène à une nuance et finalement nous conduit aussi à une quatrième observation qui me paraît indispensable à mettre en place. D'ailleurs, cette quatrième observation, on avait déjà eu l'opportunité de la mettre en exergue dans une de nos séances précédentes. 2040, quelle armée ? Parce que si on se souvient bien des conclusions auxquelles on avait abouti, il y en avait notamment une qui s'applique en particulier dans le cadre de notre thématique aujourd'hui, et qui est que face à la multiplication des armes telles qu'on les a aujourd'hui, face à l'accélération des technologies, et face aux coûts qui s'accroissent et au temps de production qui s'allonge. Donc là, on a bien 4 logiques, n'est-ce pas ? Le fait qu'on a de plus en plus d'armes potentiellement à notre disposition, mais le fait aussi qu'il va falloir les rénover de façon accélérée face à la modernisation, et le fait qu'elles vont coûter de plus en plus cher, et le fait qu'il va falloir de plus en plus de temps à les construire, va nécessiter qu'il va falloir qu'on fasse des choix. Il est illusoire d'imaginer qu'on va pouvoir tout contrôler et qu'on va pouvoir tout maîtriser, même avec le budget conséquent des États-Unis d'Amérique tel qu'il est en 2025, puisqu'on est sur un nouveau record autour de 1000 milliards de dollars. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir faire très attention aux choix qu'on va être amené à faire, a fortiori avec tous les éléments qu'on a mis en amont dans notre séance et avec les évolutions potentielles. Et puis, il y a une cinquième remarque que j'aimerais faire, et je trouve qu'il n'est pas assez mise en avant, et qui est très importante. Le porte-avions ne peut totalement s'exprimer que dans le cadre d'une force de projection. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire qu'on est suffisamment fort ou suffisamment installé sur ses propres bases ou sur son propre état pour ensuite se permettre de se projeter à l'extérieur sur des distances qui sont très lointaines. Donc ça veut dire que pour que l'aéronavale fonctionne, elle a besoin d'un partenariat avec l'armée de terre qui, elle, assume la sécurité et la pérennisation de la puissance qui ensuite, dans un deuxième temps, peut effectivement être amenée à se projeter. Ça veut dire que pour que le porte-avions soit totalement opérationnel, il faut bien qu'il soit pensé dans le cadre d'une coopération interarmes entre l'armée de terre, la marine et les forces aériennes ou spatiales, et que seul le porte-avions ne pourra pas apporter la victoire. Voilà, me semble-t-il, l'ensemble des points qu'il faut bien avoir à l'esprit, l'ensemble des dimensions qui concernent le porte-avions, l'ensemble des enjeux auxquels il peut être confronté, et surtout l'ensemble des dynamiques qu'il faut prendre en considération pour voir comment investir sur le porte-avions et à quelle échelle. Je suis intimement convaincu, Olivier, que sur les 20 aux 30 prochaines années, la plupart des grandes puissances en géopolitique vont se trouver confrontées à cette question. Fabrice, je vous remercie. Je trouve qu'il y a une belle cohérence sur les thématiques que nous avons abordées, que vous avez évoquées dans d'autres séances aussi, puisque aucune arme ne permet à elle seule d'obtenir une victoire, qu'il faut comprendre une sorte de combinaison assez complexe qui nous renvoie vraiment à la nature de la géopolitique. Encore merci pour cette séance. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.